Flaubert est né il y a 200 ans, et il est toujours vivant. Par quel prodige! Grâce à ses héroïnes, Emma Bovary, Marie Arnould, Salammbô, Félicité, des femmes nées de son imagination, mais aussi inspirées de celles qu'il a admirées et aimées, démesurément aimées. Flaubert est né il y a 200 ans, mais il garde encore ses secrets. Alors il nous fallait reprendre l'enquête, dans les lieux mêmes où Gustave Flaubert a vécu, là où palpite la mémoire, là où l'on trouve des trésors et la trace immortelle des passions humaines, dans les musées. Vous écoutez Le secret des héroïnes de Flaubert, le podcast qui vous entraîne dans les passions de l'auteur rouennais à travers la réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Il y a un pacte entre nous deux, et indépendant de nous. N'ai-je pas fait tout pour te quitter? N'as-tu pas fait tout pour en aimer d'autres? Nous sommes revenus l'un à l'autre parce que nous étions faits l'un pour l'autre. Je t'aime avec tout ce qui me reste de cœur, avec les lambeaux que j'en ai gardés. Alors nous sommes au musée Le Sec des Tournelles, qui concerne l'une des plus grandes collections de ferronnerie au monde et qui est due à la générosité d'Henri Le Sec des Tournelles, qui a légué toute sa collection à Rouen, dans ce musée qui est installé dans une ancienne église. Marie-Lise Lahaye, conservatrice. Alors comme lorsque nous pénétrons dans ce musée, eh bien nous passons ce portail assez extraordinaire qui nous emmène vers le cœur de la collection et le cœur du musée. En fait, quand on entre, on découvre donc une collection d'enseignes en fer forgé, puisque le Sec des Tournelles, c'est avant tout le musée de la ferronnerie et de la serrurerie. Et Bruno Varin, médiateur culturel. Lorsque le visiteur découvre cette nef, il est accueilli par une potence qui est ornée d'un dragon de style néo-gothique, un dragon qui regarde et accueille le visiteur. Ce dragon, c'est symboliquement ce dragon médiéval, l'obstacle qui à la fois protège la maison de celui qui voudrait forcer la porte, mais aussi cet obstacle que le héros doit dominer pour pouvoir aller plus loin. Alors, on peut y voir à la fois les obstacles que Flaubert a rencontrés face à la personnalité de Louise Collet, et puis il y a aussi ce Flaubert qui n'ouvre pas la porte à Louise Collet. Au Sec des Tournelles, parmi les chefs-d'œuvre ouvragés et acérés de ce musée dédié à l'art du fer, se cache le grand amour de Flaubert. Louise Collet, une femme de lettres au caractère bien trempé, avec laquelle il noue une liaison orageuse et romanesque, après l'avoir rencontrée dans un moment crucial de son existence. Alors, en 1846, Flaubert est dans une période très douloureuse de sa vie parce qu'il a perdu d'abord son père et il a perdu également sa sœur après la naissance de son enfant. Joël Robert, spécialiste de Flaubert. Donc Flaubert a ces deux deuils dont il a du mal à se relever, surtout le deuil de sa sœur, qui meurt quand même très jeune, elle a 21 ans. Et donc, pour sa sœur morte, ils font faire le buste commandé à James Pradier. James Pradier, c'est un sculpteur, et Flaubert vient voir où en est l'avancement du buste. Et donc, quand il rentre dans l'atelier, Louise Collet pose, parce qu'elle posait pour le sculpteur, et elle pose, comme il dit, au milieu des plâtres et des marbres antiques. Je pense qu'il a un coup de foudre extraordinaire, et ensuite ils deviennent amants tout de suite, et donc il est subjugué. Je t'embrasse, je te baise, je suis fou. Si tu étais là, je te mordrais. J'en ai envie, moi que les femmes raillent de ma froideur et auquel on a fait la réputation charitable de n'en pouvoir user, tant j'en usais peu. Oui, je me sens maintenant des appétits de bête fauve, des instincts d'amour carnassier et déchirant. Je ne sais pas si c'est aimer. C'est peut-être le contraire. Alors donc ça va être une passion, et une passion qui va durer 3 jours. Donc on est fin juillet, et ils vont faire 2 grandes promenades en calèche
dans le bois de Boulogne. Et ces nuits-là, Paris est en train de fêter l'anniversaire des Trois Glorieuses, c'est-à-dire de la Révolution de juillet de 1830, et Paris le fête par des feux d'artifice. Donc ces feux d'artifice illuminent la nuit et ils le prennent un peu comme une célébration de leur amour. Mais au bout de 3 jours, Gustave repart. 8 août 1846. Le ciel est pur, la lune brille, les papillons se jouent autour de mes bougies et l'odeur de la nuit m'arrive par mes fenêtres ouvertes. Et toi, dors-tu ? Penses-tu à celui qui pense à toi ? Rêves-tu ? Quelle est la couleur de ton songe ? Il y a 8 jours que s'est passée notre belle promenade au bois de Boulogne. Quel abîme depuis ce jour-là ! C'était beau de joie et de tendresse, n'est-ce pas, ma pauvre âme ? Si j'étais riche, j'achèterais cette voiture-là et je la mettrais dans ma remise sans jamais plus m'en servir. Oui, je reviendrai, et bientôt, car je pense à toi toujours. Toujours je rêve à ton visage, à tes épaules, à ton cou blanc, à ton sourire, à ta voix passionnée, violente et douce à la fois comme un cri d'amour. Je te l'ai dit, je crois, que c'était ta voix, surtout, que j'aimais. J'ai attendu ce matin le facteur une grande heure sur le quai. Il était aujourd'hui en retard, que cet imbécile-là, avec son collet rouge, a sans le savoir fait battre de cœur. Merci de ta bonne lettre. Mais ne m'aime pas tant. Ne m'aime pas tant. Tu me fais mal. Laisse-moi t'aimer, moi. Tu ne sais donc pas qu'aimer trop, ça porte malheur à tous deux. C'est comme les enfants que l'on a trop caressés étant petits, ils meurent jeunes. La vie n'est pas faite pour cela. Le bonheur est une monstruosité. Punis sont ceux qui le cherchent. Alors nous sommes arrivés dans la galerie sud du musée où sont présentés des fers à repasser, des instruments dédiés à la couture, et ce sont des instruments purement féminins qui témoignent de la place et du statut de la femme au XIXe siècle. Elle n'a pas le droit de vote, naturellement. Elle n'a que très peu le droit d'accéder à l'emploi, et c'est son époux qui, finalement, régente complètement sa vie. Louise, effectivement, n'est pas une femme comme les autres au XIXe siècle. Alors, c'est une femme libre. Déjà, Louise arrive d'Aix-en-Provence et elle est montée à Paris parce qu'elle voudrait la gloire. Donc, elle voudrait écrire. Elle a épousé un musicien, Hippolyte Collet, qui a les mêmes envies qu'elle, mais qui va s'avérer décevant pour elle. Et elle tient un salon. Il y a des scientifiques, il y a des littéraires, il y a des artistes. Et sur le plan politique, elle est très avancée. Donc elle s'engage, elle est féministe aussi. Elle se rend compte de l'esclavage dans lequel sont tenues les femmes. Et elle le dit. Nous sommes un débris de l'antique esclavage. L'homme a toujours gardé sur nous le droit d'outrage. Du joug qu'il nous impose, il se fait l'insulteur, comme il traitait l'esclave avant le Rédempteur. Souriante, voyez nos filles et nos sœurs, leur vie a dans l'hymen d'ineffables douceurs, et le rêve d'amour que caressa leur âme, préconçu par la Vierge, est éclos pour la femme. Oh, que vous savez bien qu'il n'en est pas ainsi, que toutes nous portons au front l'ardent souci d'une aspiration qui dans nos cœurs fermente, mais que ne satisfait l'épouse ni l'amante. Louise Collet, la femme. Alors, nous nous approchons d'une vitrine qui expose une collection de couteaux, là aussi tout à fait exceptionnelle. Et parmi tous ces couteaux, eh bien, il y a un couteau qui particulièrement illustre la position et finalement le symbolisme de la femme, à la fois au XIXe siècle, à l'époque de Flaubert, mais finalement dans toutes les époques précédentes. C'est ce couteau qui a un manche en forme d'Ève. Et on voit Ève, donc debout, légèrement déhanchée, dissimulant son intimité à l'aide de feuillage ou d'un tissu, et un serpent passe derrière son dos et arrive pour lui mordre le sein droit. Donc c'est évidemment une évocation du péché originel, et en même temps elle est d'une très grande fierté. Elle est fière, elle est droite, elle est
puissante, et c'est toute l'ambiguïté de la position de la femme au XIXe siècle, à l'époque de Flaubert. Je pense que d'ailleurs Louise Collet incarne absolument cette position ambiguë de la femme. C'est une femme fière qui va chercher à affirmer son autonomie et son indépendance. Alors elle-même est très jolie. Ça, tous les contemporains le disent. Elle a des cheveux longs qui tombent, comme Flaubert dit, en papillote sur ses épaules. Elle a des bras magnifiques, mais elle est très vaniteuse quand même. Il y a une petite anecdote qui dit qu'elle posait les questions. Est-ce que vous savez qu'on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo ? Ah bon ? Alors on disait, ah oui, mais où ? Dans ma robe. Donc elle joue sur sa beauté. Elle va trouver les académiciens pour paraître dans les journaux. Donc elle fait beaucoup d'amoureux. Par exemple, elle a comme amant Victor Cousin, le philosophe, et ils s'affichent ensemble. Ils s'affichent à l'opéra, elle s'affiche dans la voiture de Cousin, qui est alors ministre quand même de l'instruction publique. Et il se trouve qu'elle est mariée depuis 5 ans à Hippolyte Collet, et elle n'a pas eu d'enfant. Et là, en 1840, au moment où elle est avec Victor Cousin, elle est enceinte. Donc, bien sûr, la rumeur va faire qu'on en fait l'enfant de Cousin. Et à ce moment-là, un journaliste satirique, Alphonse Karr, qui a une feuille qui porte bien les traits satiriques, ce sont les guêpes. Et donc, les guêpes vont dire que Louise Collet est victime d'une piqûre de Cousin. Mademoiselle R, après une union de plusieurs années avec Monsieur C, a vu enfin le ciel bénir son mariage. Elle est prête de mettre au monde autre chose qu'un alexandrin. Quand le vénérable ministre de l'Instruction publique a appris cette circonstance, il a noblement compris ses devoirs à l'égard de la littérature. Il a fait pour Madame C ce qu'il fera sans doute pour toute autre femme de lettres à son tour. Il l'a entourée de soins et d'attention. Il ne permet pas qu'elle sorte autrement que dans sa voiture. Il est allé lui-même chercher à Nanterre une nourrice pour l'enfant de lettres qui va bientôt voir le jour, et on espère qu'il ne refusera pas d'en être le parrain. Journal Les Guêpes, Alphonse Karr, une piquette de Cousin. Donc alors là, la muse a une réaction terrible, parce qu'elle reçoit la blessure en plein cœur. Et donc, elle prend un couteau de cuisine, elle va le trouver, il est devant sa porte, et il lui dit, écoutez, entrez. Il se retourne, et quand il se retourne, elle lui enfonce le couteau dans le dos. Sauf qu'il avait un genre de corset cuirasse, parce qu'il avait tellement d'ennemis qu'il se protégeait, et le couteau glisse, donc il attrape le couteau, il la désarme, et il a quand même la gentillesse de ne pas porter plainte. Et non seulement il ne porte pas plainte, mais encore il met le couteau dans une vitrine et il dit « donné par Madame Collet dans le dos ». Nous nous trouvons devant une vitrine qui présente les objets de l'écriture, puisque nous avons un échantillon de tout le nécessaire à écrire, donc qui était utilisé pour les écrivains, mais aussi dans le quotidien. Marie-Lise Lahaye. Alors, parmi tous ces objets liés à l'écriture, nous avons un objet qui est assez fascinant et assez exceptionnel, qui est une sorte de semainier. Et se décline 7 éléments qui représentent les 7 jours de la semaine. Et cela permettait de glisser les lettres dans chaque espace et donc de suivre effectivement cette correspondance. Là, si un espace manque, eh bien, elle est tout à fait fondée à critiquer et à faire valoir ses droits auprès de Flaubert et d'exiger une nouvelle lettre pour combler ce vide, en tout cas pour que ce vide n'existe plus. Qu'est-ce que Bouillet me conte ? Je n'y comprends goutte. Il me dit que tu te plains de n'avoir pas de lettre de moi, que je t'oublie, etc. Si je n'avais la tête vissée d'aplomb sur les épaules, voilà de ces choses qui me la feraient tourner. En fait de lettres, celle-ci est la 3e depuis vendredi. Or, à moins que de s'écrire tous les jours, je ne vois guère moyen de s'écrire plus souvent. Muse, muse, qu'as-tu donc ? Quel vent te souffle en tête ? Qu'est-ce qui t'agite si fort ? Pourquoi ? Qu'y a-t-il de changé entre nous deux ? Alors, il y a de la tension très très vite. Joël Robert. On peut dire qu'ils se rencontrent fin juillet 1846. Les lettres du mois d'août sont magnifiques. Mais après, Louise Collet
elle n'est pas patiente. Mais on la comprend quand on voit l'amour tel que le conçoit Flaubert. C'est-à-dire, pour Flaubert, lui, il est comblé. Ça lui suffit d'avoir une amoureuse et puis de la voir 3 jours et ensuite d'écrire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La durée ne compte pas tellement pour lui, mais il ne veut pas de cet amour-passion. Parce qu'il dit, quand j'aime, moi, mon sentiment est une inondation et donc il n'est plus bon à rien. Il n'a plus envie d'écrire, il traîne, il rêve, et il ne fait pas ce qu'il aime, parce qu'il a la tête trop occupée. Mais elle, c'est une femme amoureuse, donc elle ne veut qu'une chose, c'est vivre avec lui. Et ça agace perpétuellement Flaubert. Donc je pense qu'elle est très vite colérique, vindicative, elle a un amour trop exigeant. Si, au lieu de tant m'accuser, m'injurier et m'outrager même, tu te donnais un peu le temps d'attendre et de réfléchir, si tu réfrénais un peu ton indomptable et fougueux caractère et que tes yeux, alternativement pleins de larmes ou de colère, voulussent s'ouvrir à l'évidence, tu verrais que je ne suis pas un monstre, ni un indifférent, car à l'heure qu'il est, voilà 15 grands jours que j'arrange et je prépare un voyage à Paris. Mais à quoi bon te dire cela seulement? Quand je repartirai, tu ne voudras encore rien entendre. Tu me recevras en pleurant, et tu me donneras pour adieu encore une malédiction dans ton cœur. Tu es trop injuste aussi, toi. Tu es dévorante et exclusive. Là, au bout de la galerie, on est devant une vitrine dans laquelle on a rassemblé toutes les armes ou les objets liés à l'armement. Des sabres, des épées, un casque. Bruno Varin. Et puis, on a un balestrin. Une petite arbalète, une arme de poing discrète, d'origine italienne du XVIIe siècle, qui est décorée de feuilles d'acanthe, une esthétique très baroque, un objet fourbe et mesquin qui tient dans une poche, qui tient dans le pli d'un coude. Si on vise le visage, ou en tout cas la tête, on peut sans doute tuer quelqu'un. Mais le tempérament orageux de Louise Collet ne serait-il pas plus en phase avec le boute-feu de canonnier? Et Louise Collet, elle est autonome, libre. Alors la première rupture a lieu en 47. C'est elle qui se met à le vouvoyer. Et puis elle, je pense qu'elle a le sentiment aussi qu'en le rendant jaloux, peut-être qu'elle va le raccrocher. Et elle fréquente à cette époque-là des Polonais, beaucoup, il y en a un qui s'appelle Franz, et elle va attendre un enfant de lui. Donc en 47, elle est enceinte d'un Polonais, et elle va le dire à Flaubert. Donc là, Flaubert, évidemment, rompt. Et donc ils rompent en 48, donc c'est la première rupture. Merci du cadeau. Merci de vos très beaux vers. Merci du souvenir. À vous, G. Vendredi soir. Quand il rentre de son grand voyage en Orient, il rentre vers le mois de mai-juin 1851. Et donc elle apprend qu'il est passé par Paris et qu'il est reparti sur Croisset. Et là, elle relit toutes ses lettres et elle se rend compte, elle se dit mais il m'aimait celui-là vraiment, et elle décide d'aller à Croisset. Donc en fait elle prend le train, elle arrive à Rouen, elle réserve un hôtel et elle prend le bateau pour aller à Croisset. Et elle arrive au moment du repas et elle voit dans la propriété, donc par la grande grille, elle voit que dans la salle à manger il y a du monde. Alors elle fait demander Flaubert, il dit qu'il ne peut pas venir, et puis finalement il vient, et il lui demande ce qu'elle veut, et il lui dit « Je ne peux pas vous recevoir ici, allez à votre hôtel, j'irai vous rejoindre ». Et il va la rejoindre le soir à l'hôtel. Alors nous venons de sortir de la vitrine une des châtelaines de la collection. Une châtelaine, c'est un bijou qu'on accroche à la ceinture, qui permet d'accrocher sa montre avec sa clé de montre. Et puis, on peut y adjoindre des petites breloques. La breloque, c'est un moyen de communication.
C'est comment dire visuellement, immédiatement à l'autre ses goûts et finalement une part de sa personnalité, de son intimité. Moi, souvent, je compare la châtelaine à la coque du téléphone portable. Parce que la montre, c'est la haute technologie de l'époque. Et le téléphone portable, c'est la haute technologie de notre époque. Et chacun peut y mettre une coque qui exprime sa personnalité, ses centres d'intérêt. Alors, nous venons de sortir de la vitrine une châtelaine qui a des breloques très intéressantes quand on pense à Flaubert et à la relation qu'il entretient avec Louise Collet. Cette breloque a un petit bijou qui sert d'ouvre-lettres, a en parallèle de la clé de montre un sceau à correspondance, et puis une dernière breloque qui est prête à sourire mais qui est chargée d'idées amoureuses, un cadenas en forme de cœur. Toi, je t'aime comme je n'ai jamais aimé et comme je n'aimerais pas. Tu es et resteras seul et sans comparaison avec nul autre. C'est quelque chose de mélangé et de profond, quelque chose qui me tient par tous les bouts, qui flatte tous mes appétits et caresse toutes mes vanités. L'idée que tu es ma maîtresse me vient rarement, ou du moins, tu ne te formules pas devant moi par cela. Je contemple, comme si je la voyais, ta figure tout éclairée de joie quand je lis tes vers en t'admirant, alors qu'elle prend une expression radieuse d'idéal, d'orgueil et d'attendrissement. Si je pense à toi, au lit, c'est étendu, un bras replié, toute nue, une boucle plus haute que l'autre et regardant le plafond. Il me semble que tu peux vieillir, enlaidir même, et que rien ne te changera. Donc, ils ont quelques années très heureuses, parce qu'elle se plie quand même à ce qu'il aime. Elle est plus calme, plus réfléchie, donc 52, 53. Mais ensuite, c'est toujours pareil, elle le voudrait. Elle voudrait qu'il s'attache éternellement à elle, ce qu'il ne veut pas. Et donc, elle va là essayer de le rendre jaloux avec Musset. Mais la correspondance continue et Flaubert vient à Paris et il lui donne rendez-vous. Premier rendez-vous, il tombe, non, j'ai du travail. Deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, il ne vient qu'au troisième rendez-vous. Et voilà le billet, il m'est impossible, chère muse, d'être exact au rendez-vous et d'aller vous voir aujourd'hui. Je suis éreintée. De plus, j'avais oublié qu'il faut que je fasse chez Brandus des recherches dans la Gazette musicale pour la Bovary. Adieu donc, ou plutôt à bientôt, à mercredi soir peut-être, mais certainement à jeudi de très bonne heure, mille tendresses. Donc voilà le billet retrouvé. Donc en fait, il n'est pas venu 3 ou 4 fois. Alors quand il vient, la muse est furieuse. Elle est violente quand elle est furieuse. Et ce qu'elle fait, elle donne des coups de pied. Donc elle lui donne des coups de pied. Et alors Flaubert n'aime pas du tout, n'est pas habitué à ce qu'on lui tape dessus. Donc il y a un feu dans la cheminée. Il voit une bûche. Et il pense prendre la bûche, la frapper avec la bûche, et au moment où il pense ça, il voit passer l'image d'une cour d'assises. Et il prend son chapeau et il s'enfuit. Et il ne la reverra jamais. Alors parfois, en effet, on peut trancher dans le vif, parfois on peut être un peu plus doux. Marie-Lise Lahaye. Je crois que Flaubert a préféré trancher dans le vif. Alors on peut tout à fait faire le parallèle entre cette manière de trancher très nette, qui est une manière aussi très violente dans la rupture avec Louise Collet, qui l'a profondément affectée. Eh bien, je pense qu'on peut tout à fait évoquer ces vitrines très tranchantes, très effrayantes aussi, puisque ces vitrines présentent des instruments de chirurgie. Et donc, parmi tous ces objets, il y a alors des ciseaux de chirurgien. Il y a également des scies à amputation. Et parmi les objets, je pense, qui peuvent fasciner aussi, ce sont tous les instruments liés à la trépanation. Donc, on ouvre tout de même le crâne pour trépaner. Et notamment, on pouvait trépaner aussi les femmes qu'on soupçonnait ou qu'on accusait d'être prises de crises d'hystérie. Et c'est vrai qu'au XIXe siècle aussi, il y a un traitement des femmes et des maux féminins qu'aujourd'hui, évidemment,
heureusement, on ne les traite plus du tout de la même manière, mais les femmes étaient des hystériques. Et je pense aussi que c'est ce contre quoi Louise Collet se rebelle et se révolte, c'est ce traitement des femmes, puisqu'une femme hystérique, c'est une femme aussi qui va à l'encontre des dogmes et des normes imposées aux femmes au XIXe siècle. En 55, elle va retourner chez lui 3 fois, et là, ce sera le billet de rupture que vous connaissez. Le billet de rupture très violent. Madame, j'ai appris que vous vous étiez donné la peine de venir hier dans la soirée 3 fois chez moi. Je n'y étais pas. Et dans la crainte des avanies qu'une telle persistance de votre part pourrait vous attirer de la mienne, le savoir-vivre m'engage à vous prévenir que je n'y serai jamais. J'ai l'honneur de vous saluer. Alors la grille d'Ourscan est clairement un chef-d'œuvre du musée. C'est une œuvre extrêmement rare qui date très précisément de 1200. Elle est du tout début du XIIIe siècle. La grille d'Ourscan, elle représente des motifs végétaux, une énergie vitale, l'énergie sans doute du paradis ou plutôt de l'Éden perdu. Et on a ici un objet médiéval qui joue sur l'équilibre entre les pleins et les vides. C'est ce qui, évidemment, va être la conclusion de la relation Flaubert-Collet. Elle a pu découvrir, elle a pu voir l'intimité, mais sans jamais réellement y rentrer. Lorsqu'on regarde cette œuvre, qui est l'un des grands chefs-d'œuvre à la fois du musée, mais également de la ferronnerie, c'est vrai qu'on est totalement happé par cette grille. On a envie, effectivement, comme Louise Collet l'a fait avec Flaubert, on a envie d'aller voir ce qui se dissimule derrière cette grille. Louise Collet a souhaité découvrir l'intimité de Flaubert, qui finalement ne lui a jamais accordé. Il lui a fermé ses portes. Et en même temps, moi, je me plais à penser que lorsqu'on regarde cette grille qui marque la fin de l'histoire entre Flaubert et Louise Collet, je pense à Louise Collet et je pense aussi à l'espoir, et l'espoir d'une nouvelle vie qui est présentée ici par cette lumière qui va traverser cette grille. Et effectivement, on sait que Louise Collet a survécu à cette rupture, même si elle en a gardé malheureusement très certainement des blessures très, très profondes. Cette rupture, Louise l'a voulu et ne l'a pas voulu, on peut dire, parce qu'elle pensait que Flaubert viendrait la rechercher. Donc, elle va faire de lui un personnage malheureux. Dans 2 romans, un premier qui s'appelle « Une histoire de soldat » et un deuxième qui s'appelle « Lui ». Et elle fait de Flaubert un être froid, desséché, orgueilleux, qui ne pense qu'à son travail, égoïste complètement, un être qui n'a pas de sentiments. L'autre, là-bas, loin de moi, dans son orgueil laborieux et l'éternelle analyse de lui-même, il n'aimait point. L'amour n'était pour lui qu'une dissertation, qu'une lettre morte. Lui. Quand on arrive au bout de la nef, eh bien nous sommes dans le chœur, donc l'ancien saint des saints, et nous nous trouvons devant l'un des grands chefs-d'œuvre du musée Le Sec des Tournelles, qui est l'arbre sec. Cet arbre, c'est une enseigne, et c'est une enseigne qui était utilisée par les marchands drapiers. C'est le symbole du musée Le Sec des Tournelles. Ce que m'évoque cet arbre sec qui évoque finalement par association d'idées l'Orient, c'est le voyage en Orient que Flaubert fait pendant la relation qu'il a avec Louise Collet et son retour et ses retrouvailles. Donc c'est à la fois un objet qui évoque cette rupture dans la relation, ce long voyage, et puis finalement une rupture définitive, ce cœur asséché d'un arbre qui a perdu toute vie après la mort des sentiments, la mort de ce qu'on voudra. À Louis Bouillet, 27 juin 1855. Sais-tu que ma mère, il y a 6 semaines environ, m'a dit un mot sublime, un mot à faire que la muse se pendrait de jalousie pour ne l'avoir point inventé. Le voici ce mot. La rage des phrases t'a desséché le cœur. Moi, je ne pense pas qu'on puisse qualifier Flaubert d'un cœur sec, parce que toute sa correspondance montre au contraire son affection. Voilà. Mais alors, pour terminer sur Louise Collet et dire ce
qui est touchant quand même chez elle, c'est que, donc, après, elle ne le revoit pas, hein. Elle part en Italie, elle écrit beaucoup, et à la fin de sa vie, elle va inaugurer le canal de Suez. Donc, elle part avec les autres journalistes, et elle fait un rêve, et elle dit que lui a traversé l'esprit d'aller retrouver les Almées qu'il avait tant rendues jalouses quand Flaubert racontait ses exploits amoureux avec les femmes du désert. Donc, dans sa tête, elle veut aller les retrouver. On voit encore qu'elle est amoureuse de Flaubert, 20 ans après, alors qu'ils ne s'écrivent plus, qu'ils ne se voient plus du tout. Elle va sur ses traces. Le secret des héroïnes de Flaubert, un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen. Texte dit par Anne-Lise Heimburger et Denis Podalides de la Comédie Française. Musique, Jean-François Riffaut. Mixage, Aurélien Barbolosi. Une production de la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie.